Le vent d'automne soufflait à travers les rues désertes lorsque le docteur Ethan Cooper verrouilla la porte de sa petite clinique vétérinaire. L'enseigne en métal qui annonçait « Cooper Veterinary Services » grinçait doucement au-dessus de l'entrée, sa peinture écaillée par les années de pluie et de soleil. Ethan resserra son vieux blouson en cuir sur ses épaules, sa respiration formant de petits nuages dans l'air glacé. 20 ans à soigner des animaux blessés ou abandonnés avaient laissé une trace indélébile en lui. Ses cheveux poivre et sel accrochaient la lumière blafarde des lampadaires et les rides profondes qui marquaient son visage témoignaient d'une carrière passée à contempler la souffrance. Trop de misère, trop de négligence. Au fil du temps, il avait bâti des murs invisibles autour de son cœur pour se protéger. Laissez un petit « j'aime » et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Le bruit sec de ses bottes résonnait sur le trottoir lorsqu'il perçut soudain un son discret derrière lui. Un frottement léger, comme des pattes griffant le béton. Ethan s'arrêta et se retourna lentement. Dans l'ombre, entre deux bâtiments, deux yeux reflétaient la lumière des réverbères. « Allez, file !» lança-t-il d'un ton bourru en faisant un geste de la main. La clinique s'est fermée, mais le chien s'avança dans la clarté. Le vétérinaire vit aussitôt ce que son œil entraîné ne pouvait ignorer, maigreur extrême, pelage sale et emmêlé, démarche irrégulière en ménageant la patte avant-droite. Ce n'était pas tout. Ce qui le frappa surtout, ce furent ses yeux. De profonds yeux bruns, chargés d'une intelligence presque humaine et d'une détresse poignante. Ethan secoua la tête et reprit sa marche. Mais le bruit des griffes résonna de nouveau sur le trottoir. Il s'arrêta, le chien s'arrêta, il repartit, le chien repartit. Cette étrange chorégraphie dura 3 rues entières, jusqu'à ce qu'Ethan pousse un long soupir d'exaspération et se retourne. « Écoute-moi bien », dit-il en pointant un doigt vers l'animal. « J'ai passé la journée entière à m'occuper des bêtes des autres. Je n'ai pas besoin d'un nouveau fardeau qui me colle au basque. » Le chien s'assit, inclinant légèrement la tête. Sa queue battit faiblement, soulevant un nuage de poussière. Malgré son état pitoyable, il se tenait avec une certaine dignité. Ethan sortit son téléphone et dirigea la lumière vers l'animal. Un grand bâtard, probablement un croisement de berger allemand, avec de larges zones de pelage manquantes et des cicatrices anciennes sur les épaules. Pas de collier. Le chien ne recula pas devant la lumière, ne montra aucune agressivité. Il se contenta de fixer Ethan, imperturbable, avec une persistance presque troublante. « Bon », grogna le vétérinaire en reprenant sa marche, « mais ne t'attends à rien de moi. » L'animal le suivit jusqu'à sa petite maison en bois située à la lisière de la ville. Ethan monta les marches de son Porsche, ouvrit sa porte et entra sans se retourner. Mais depuis le salon, il jeta un œil par la fenêtre. Le chien s'était installé près des marches, roulé en boule. Ethan réchauffa un reste de soupe, essayant d'ignorer les gémissements étouffés qu'il entendait parfois de l'extérieur. La température chutait rapidement. Une fine couche de givre apparaissait déjà sur les vitres. Plus tard, il vit sa voisine, Madame Wilson, sortir avec un bol de ragoût. Elle s'approcha doucement du chien, lui parlant à voix basse. Mais malgré sa faim évidente, l'animal refusa de toucher la nourriture. Madame Wilson finit par déposer le bol et rentra. L'heure passa. Le bol resta intact. Le chien tremblait toujours, recroquevillé. Ethan finit par ouvrir son placard, sortit une vieille couverture et ouvrit la porte d'entrée. « Cela ne veut rien dire », déclara-t-il sèchement en jetant la couverture près du chien. « Et ne t'habitue pas. Demain, tu pars à la fourrière. » Le chien leva les yeux vers lui, des yeux qui semblaient voir au-delà de sa rudesse. Il ne toucha pas la couverture, se contenta de le fixer. Ethan resta debout dans l'encadrement, l'air froid mordant ses os. 2 décennies d'expérience lui avaient appris à garder ses distances, à ne pas s'attacher. Trop de cœurs brisés, trop de larmes versées pour des animaux qu'on n'avait pas pu sauver. Pourtant, la persistance silencieuse de ce chien s'infiltrait sous ses défenses. Ce n'était pas un errant ordinaire. Il n'avait pas peur, il n'était pas agressif, il ne cherchait même pas la nourriture. On aurait dit qu'il l'avait choisi, lui, précisément. « T'es-tu, hein » marmonna-t-il. La queue de l'animal tapa une fois contre le bois du porche. Ethan poussa un long soupir, sa respiration formant un nuage blanc. « Bon, d'accord » céda-t-il en entr'ouvrant sa porte. « Mais juste pour cette nuit, ne prends pas tes aises. » Le chien se leva avec lenteur, posant prudemment sa patte blessée, et entra. Il ne bondit pas, ne renifla pas partout, comme le font la plupart des chiens. Il alla simplement se coucher près du radiateur, ses yeux intelligents rivés sur Ethan. Ce dernier referma la porte en frissonnant. « Ne me regarde pas comme ça, dit-il. C'est temporaire.
très temporaire. Mais même en prononçant ces mots, il sentit quelque chose bouger en lui, comme une vieille porte grinçante qu'on ouvre après des années. Il repoussa cette sensation et partit se coucher, laissant le chien au chaud. Pourtant, il savait que ce n'était pas un simple hasard. Le lendemain matin, Ethan se leva plus tôt qu'à l'ordinaire. Le chien n'avait pas bougé de son coin, ses yeux le suivaient à chacun de ses gestes. « Autant faire les choses correctement », marmonna-t-il en enfilant son manteau. « Viens, on va t'examiner. » La marche vers la clinique fut lente, l'animal boitant sous l'air froid du matin. La rue principale était encore calme. Quelques habitués se dirigeaient vers le café de Pete pour leur café. À l'intérieur, Ethan alluma les néons et guida le chien jusqu'à la salle d'examen. Pas de secrétaire avant 1 heure, il avait le temps. « Allez, monte !» dit-il en tapotant la table. Le chien obéit aussitôt sans la nervosité habituelle des errants. Cela troubla le vétérinaire. Il commença son examen parlant doucement. « Voyons ça. » Ses mains expertes palpèrent le pelage emmêlé, révélant des cicatrices anciennes et des plaies récentes. La patte n'était pas cassée, juste une contusion. « Tu en as vu, pas vrai ?» murmura-t-il. Il nettoya les coupures. Le chien ne broncha presque pas. Puis ses doigts détectèrent une petite bosse familière sous la peau. Un microchip. Ethan prit le scanner. Bip. Une série de chiffres apparut. Il alla à son ordinateur s'attendant à une identification classique. Mais son front se plissa. Non, ce n'est pas possible. Le nom enregistré, David Smith. Évidemment faux. L'adresse, en revanche, attira son attention. Elle correspondait à un terrain appartenant à Richard Callahan, riche promoteur immobilier qui rachetait depuis des années les fermes en faillite de la région. Ethan avait déjà soigné certains de ses chevaux et il lui avait toujours inspiré un malaise. Des rumeurs circulaient, mais rien de concret. Le chien l'observait fixement, comme s'il comprenait. Ethan fronça les sourcils. Ce n'était pas un chien en quête de nourriture ou d'abri. Il cherchait quelque chose de précis. « Quelle est ton histoire ?» demanda-t-il à voix basse. « Pourquoi un faux nom ? Pourquoi moi ?» L'animal posa sa tête contre sa main, un geste si intentionnel qu'Ethan eut un mouvement de recul. Le dossier indiquait que la puce avait été implantée 3 ans plus tôt, sans autre suivi vétérinaire. Étrange pour un homme aussi riche. Claire, son assistante, arriva soudain. « Docteur Cooper, déjà là ?» Il ferma vite l'écran. « Oui, juste un errant qui m'a suivi. Je voulais vérifier son état avant la fourrière. » Le chien gémit doucement à ce mot. Claire haussa les sourcils. « Il semble déjà attaché à vous. Peut-être que... » « Non, » coupa Ethan sèchement. « Tu sais que je ne garde pas d'animaux. » Mais même en le disant, il sentit une responsabilité naître en lui. Ce n'était plus un simple chien abandonné. Il y avait quelque chose de bien plus sombre derrière tout ça. Le soleil du matin filtrait à travers les grandes vitres de la clinique, baignant la salle d'examen d'une lumière douce. L'animal, désormais baptisé Bruno par Claire, qui avait trouvé le nom plus amical, restait calmement assis sur la table, comme s'il avait passé sa vie entière dans un cabinet vétérinaire. Ethan le regardait avec un mélange de perplexité et d'admiration. Ce calme, cette résignation presque, ce n'était pas normal pour un chien errant. Quelque chose d'autre se cachait derrière son comportement. 3 jours passèrent. 3 jours durant lesquels Bruno refusa de quitter son côté, dormant près de son bureau, suivant ses pas à travers chaque pièce de la clinique. Ethan, malgré sa détermination initiale à le conduire à la fourrière, repoussa sans cesse le moment de passer l'appel. Claire remarqua bien son hésitation, mais ne dit rien. Pourtant, il savait que garder ce chien pouvait avoir des conséquences. Ce n'était pas seulement une question de compassion, c'était une affaire dangereuse. Ce doute se confirma brutalement lorsqu'un matin la porte de la clinique s'ouvrit avec fracas. La clochette fixée au-dessus faillit se décrocher tant la poussée avait été violente. Un homme imposant entra, vêtu d'un costume hors de prix qui détonnait dans ce décor modeste. Son visage rouge de colère, sa mâchoire crispée et ses yeux froids suffisaient à glacer le sang. Ethan le reconnut immédiatement. Richard Callahan. « Où est mon chien ?» gronda-t-il, sa voix résonnant dans toute la salle d'attente. « Je sais qu'il est ici, Cooper. » Bruno, couché jusque-là, bondit sur ses pattes et se plaqua contre la jambe du vétérinaire, tremblant. Ethan, se redressant lentement, se plaça instinctivement entre l'animal et Callahan. « Monsieur Callahan, dit-il d'une voix ferme, ce chien est arrivé blessé. Comme vétérinaire, j'ai le devoir de lui fournir des soins. C'est ma propriété, coupa Callahan sèchement, son doigt accusateur pointé vers Bruno. J'ai les papiers d'enregistrement. Il jeta un dossier sur le comptoir. Claire apparut derrière Ethan, ses bras croisés, le regard dur. Enregistrement sous un faux nom, vous voulez dire, lança-t-elle avec audace.
Les yeux de Callahan se rétrécirent. « Faites attention à ce que vous dites, jeune fille. Cela ne vous regarde pas. »« Oh si, ça me regarde, » répondit-elle sans flancher. « Je suis technicienne vétérinaire ici, et j'ai documenté toutes ces blessures. Voulez-vous expliquer comment il les a eues ?» Ethan jeta un coup d'œil inquiet à Claire, impressionné par son courage mais conscient du danger. Callahan se pencha sur le comptoir, baissant la voix dans un murmure venimeux. « Je suis membre du comité consultatif de l'ordre vétérinaire de l'État. Un seul appel, Cooper, et votre petite clinique n'existe plus. » Ethan sentit sa mâchoire se crisper. 20 ans d'efforts, de confiance gagnée dans la communauté. Tout pouvait disparaître en un claquement de doigts si cet homme décidait de s'acharner. « Vous ne pouvez pas nous intimider, » rétorqua Claire, même si ses mains tremblaient légèrement. « Si vous voulez récupérer ce chien, vous devrez expliquer ses blessures à la police. » Un ricanement glacial échappa à Callahan. « La police ? Vous voulez dire l'agent Davis ? Je dînais encore chez lui la semaine dernière. Sa femme est sur le point d'être promue détective. Vous pensez vraiment qu'il va mettre sa carrière en jeu pour un chien ? » Il ajusta sa cravate, satisfait de son effet. « Vous êtes dépassé, Cooper. Donnez-moi mon chien, ou vous ne poserez plus jamais une main sur un animal. » Bruno gémit, pressant son corps contre la jambe d'Ethan, comme pour supplier qu'il ne cède pas. Le vétérinaire baissa les yeux vers ce regard implorant, ces yeux qu'il avait choisis dès le premier soir, tout en lui criait que quelque chose d'horrible se cachait derrière cette prétendue propriété. « Monsieur Callahan, répondit-il avec lenteur, j'ai une obligation légale et éthique de veiller au bien-être de cet animal. Tant que je n'ai pas la certitude qu'il sera traité correctement, je ne peux pas vous le rendre. » Le visage de Callahan se durcit davantage. « Obligation légale ? Vous n'avez aucune idée de qui je connais dans ce comté. Une fois que j'aurai fini avec vous, vous serez heureux de trouver un poste dans un zoo pour enfants. » Il sortit son téléphone, le brandissant comme une arme. « Un appel, Cooper, un seul. » Mais avant qu'il ne compose, Claire fit un pas en avant. « Allez-y. Pendant ce temps, moi j'appelle la presse. Ils seront ravis d'apprendre que l'un des hommes les plus puissants de la région menace un vétérinaire qui tente simplement de sauver un animal blessé. » Le silence tomba. Ethan sentit une vague de gratitude envers Claire, même si l'angoisse lui serrait l'estomac. Elle avait raison. Reculer, c'était condamner Bruno et bien d'autres chiens. Callahan, furieux, ramassa son dossier et rangea son téléphone. « Vous pensez être malin, mais ce n'est pas terminé. Profitez de vos carrières tant que vous le pouvez. » D'un geste sec, il ouvrit la porte et sortit. La clochette tinta violemment derrière lui. Claire relâcha un souffle tremblant. « On a fait ce qu'il fallait, pas vrai ?» Ethan passa une main dans ses cheveux, l'esprit en ébullition. « Je ne sais pas, Claire. Il a le pouvoir de mettre ses menaces à exécution. » Mais en croisant le regard de Bruno, qui avait cessé de trembler et se tenait désormais droit, il comprit qu'il n'avait plus le choix. Ce chien n'était pas arrivé ici par hasard, il l'avait choisi. Et il portait avec lui un secret bien plus lourd que ses cicatrices. Le soir même, Ethan et Claire plongèrent dans les archives de la clinique. Ils épluchèrent les dossiers de vaccination, les registres d'un plan électronique. L'écran de l'ordinateur projetait une lumière blafarde sur leur visage fatigué. Bruno dormait dans un coin, mais ses oreilles frémissaient à chaque bruit. « Regarde ça !» dit Claire en tapant du doigt sur l'écran. Depuis 2 ans, Callahan a enregistré 6 chiens différents, mais toujours sous des noms légèrement modifiés. Richard C. Wallace, Rick Callahan, Henry Walsh. Les adresses correspondent toutes à ses propriétés. Ethan fronça les sourcils. Et pourquoi n'a-t-on jamais remarqué ? Parce qu'il variait les périodes, les employés, les signatures. Pas facile de voir un schéma sans chercher. Ils comparèrent les calendriers de vaccination. Les anomalies sautaient aux yeux. Des chiens amenés une seule fois pour des vaccins de base, puis plus rien. Pas de rappel, pas de soins réguliers, juste une disparition soudaine des dossiers. « Ça pourrait être de la négligence », murmura Ethan, bien que son instinct lui soufflât l'inverse. Claire secoua la tête, ses yeux brillants d'inquiétude. « Non, regarde les blessures de Bruno. Ce ne sont pas des bagarres de chiens ordinaires, elles sont trop systématiques, trop précises. » Ethan s'agenouilla auprès de Bruno, qui posa immédiatement sa tête contre sa cuisse. « Tu as vu des choses, pas vrai ? D'autres chiens ? D'autres combats ?» Le chien gémit doucement, ses yeux reflétant une douleur muette. « Attends !» s'exclama Claire soudainement. « J'ai comparé le code d'identification de Bruno à nos autres fichiers. Il y a un motif caché. Certains chiens enregistrés par Callahan ont des numéros supplémentaires comme un code secret. » Ethan sentit son estomac se nouer. Un système de suivi peut-être, pour distinguer les chiens destinés à autre chose qu'une simple adoption. Ils ouvrirent des images satellites des propriétés de Callahan. Le vaste domaine apparaissait avec son allée bordée d'arbres et ses pelouses
parfaitement entretenus. Mais à l'arrière, dissimulés par un rideau de bois, 3 bâtiments rectangulaires avaient surgi au cours des dernières années. Ethan les reconnut. Autrefois, il n'y avait qu'une vieille grange. Aujourd'hui, c'étaient des structures closes, sans fenêtres, ressemblant à de petites arènes couvertes. Ce ne sont pas des installations agricoles, souffla Claire. Ils cachent quelque chose. Ethan passa une main nerveuse dans ses cheveux. Des rings de combat, isolés, insonorisés, organisés pour que personne ne puisse entendre. Claire pâlit. Les chiens qui disparaissent de nos dossiers, soit ils gagnent et continuent, soit elle ne termina pas. Bruno s'approcha d'eux, ses yeux implorants fixés sur Ethan. C'était comme s'il voulait leur montrer qu'il savait, comme s'il les suppliait de comprendre. La découverte des bâtiments secrets changea tout. Ethan resta longtemps devant l'écran, le cœur battant, ses pensées tourbillonnant. Les pièces s'assemblaient enfin. Les faux enregistrements, les blessures de Bruno, les disparitions mystérieuses des dossiers. Ce n'était pas une suite de coïncidences, mais un système organisé, pensé, entretenu. Richard Callahan avait bâti bien plus qu'un empire immobilier. Il avait construit un monde clandestin où des animaux étaient brisés pour le profit et le spectacle. Claire brisa le silence, sa voix tremblante mais déterminée. « On doit signaler ça. Avec ce qu'on a trouvé, ça devrait suffire pour une enquête. » Ethan leva les yeux vers elle. « Tu crois que la police locale agira ? Callahan a ses hommes partout, tu l'as entendu ?» Elle secoua la tête. « Alors on monte plus haut. La police d'État ou même le niveau fédéral. Les combats de chiens franchissent les frontières, ça tombe sous juridiction fédérale. » Elle commença à imprimer frénétiquement les documents, les puces électroniques, les registres irréguliers, les photos des cicatrices de Bruno. Les feuilles s'empilaient, preuve tangible d'une horreur trop longtemps dissimulée. Ethan serra les poings. « Fais des copies, plusieurs jeux. Si Callahan tente de tout effacer, on doit avoir des sauvegardes. » Il prit son téléphone. « Je connais quelqu'un au bureau du procureur de l'État. Peut-être qu'il pourra nous écouter. » Bruno, jusque-là silencieux, s'approcha et posa son museau sur la main du vétérinaire. Ethan sentit une chaleur traverser son bras, une force nouvelle. Comme si ce chien, rescapé de tant de souffrances, lui donnait le courage de se lancer dans un combat qui dépassait tout ce qu'il avait affronté jusque-là. Cette résolution fut mise à l'épreuve plus tôt qu'il ne l'aurait cru. Une nuit, alors qu'il dormait sur le lit de camp installé dans son bureau, un bruit fracassant le tira brutalement de son sommeil. Des vitres se brisaient, des pierres, puis des voix. Le cœur battant, il se redressa, attrapa son téléphone et composa le numéro d'urgence. Bruno, déjà sur ses pattes, grondait d'un ton grave. Par la fenêtre du chenil, Ethan distingua des silhouettes. 3, peut-être 4 hommes, habillés de noir, masqués. Il forçait la porte arrière. « Ici le docteur Ethan Cooper », souffla-t-il dans le combiné. « On tente de pénétrer dans ma clinique. Je vois 3 ou 4 individus. » La serrure céda dans un claquement sec. 2 hommes surgirent dans le couloir, armés de battes de métal. « Dépêche-toi » cria l'un d'eux. « Le patron veut ce chien disparu. » Ethan attrapa le seul objet lourd à portée de main, une gamelle en acier. Lorsque le premier intrus s'approcha de Bruno, le vétérinaire frappa de toutes ses forces, atteignant l'épaule de l'homme qui hurla de douleur. Mais l'autre avançait déjà, déterminé. Bruno bondit alors contre la grille de son enclos, si violemment que les verrous tremblèrent. Le regard brûlant de rage, il grognait comme un fauve prêt à défendre son territoire. « Oublie !» cria l'un des hommes en entendant au loin le hurlement des sirènes. « On dégage !» Les silhouettes s'éclipsèrent, abandonnant leurs outils derrière elles. Ethan, haletant, resta figé, ses mains tremblantes, serrant encore la gamelle cabossée. Sur le mur de la clinique, une inscription fraîche, tracée à la bombe, laissait un message glaçant. « Lâche l'affaire ». Lorsque la police arriva, l'agent Martinez secoua tristement la tête. « On va consigner ça, mais vous savez comme moi que ça ne mènera à rien. Ces hommes étaient masqués, gantés, aucun indice exploitable. » Ethan sentit un poids lourd s'abattre sur ses épaules. Callahan ne se contentait plus de menaces. Il passait à l'action. Le lendemain, malgré la fatigue, Ethan se rendit chez une cliente de longue date, la famille Weber, dont la jument de compétition allait mettre bas. Bruno refusa de rester derrière et monta dans la vieille camionnette, le regard fixé droit devant lui, comme un soldat. Pour un court instant, l'air de la campagne et les senteurs des bois semblèrent ramener une apparente normalité. Mais dans le rétroviseur, Ethan remarqua un détail qui lui glaça le sang. Un SUV noir suivait à distance, toujours à la même allure. Les minutes passèrent, la route de terre s'enfonçait entre les pins. Et soudain, un deuxième véhicule apparut devant eux, barrant complètement le passage. Ethan freina brutalement,
Les pneus crissèrent sur le gravier. La camionnette s'immobilise. Piégée, 3 hommes descendirent du SUV avant. L'un d'eux était celui qui avait pénétré la clinique la veille. Armés de battes, ils s'approchèrent lentement. « Docteur Cooper » lança le meneur en tapotant sa paume avec sa batte. « Monsieur Callahan dit que vous n'êtes pas raisonnable. On est venu vous aider à changer d'avis. » Le cœur d'Ethan battait si fort qu'il en avait mal. Le signal téléphonique était inexistant au milieu de ces bois. Derrière lui, d'autres silhouettes sortaient du second véhicule. Ils étaient au moins 6. Aucun échappatoire. Il inspira profondément. « Je ne reculerai pas », déclara-t-il d'une voix claire, surprenant même ses propres oreilles. « Je ne laisserai pas tomber. » Les hommes avancèrent, et Ethan ouvrit la portière pour ne pas rester coincé. « Reste là, Bruno », ordonna-t-il. Mais le chien, comme mu par une force irrépressible, bondit par la fenêtre avant qu'il n'ait le temps d'intervenir. L'instant suivant, ses crocs se refermaient sur le bras de l'un des agresseurs. Le hurlement de l'homme résonna dans la forêt. Le chaos éclata. Bruno, malgré sa blessure encore fragile, se battait avec la rage d'un survivant. Ses grognements rauques et ses attaques fulgurantes firent reculer les assaillants. L'un d'eux tenta de tirer une arme paralysante, mais Bruno esquiva de justesse. Ethan vit le projectile siffler dans l'air et disparaître dans les arbres. Puis un bruit inattendu résonna. Le grondement d'un moteur lourd, un camion de bûcheron approchait sur le chemin. Les hommes échangèrent des regards hésitants. Le meneur, tenant son bras ensanglanté, cracha par terre. « Ce n'est pas fini, Cooper !» Ils regagnèrent leur véhicule précipitamment et disparurent dans un nuage de poussière. Ethan resta figé, le souffle court, le cœur battant encore à tout rompre. Bruno revint vers lui, haletant, une plaie ouverte saignant à son flanc. Le vétérinaire s'agenouilla aussitôt, les yeux brouillés par les larmes. « Tu m'as sauvé la vie », murmura-t-il. « Tu n'avais pas à le faire, tu étais déjà blessé. » Mais Bruno pressa son front contre sa poitrine, comme pour lui dire qu'il n'avait jamais eu le choix. Cette nuit-là, Ethan comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'un combat pour sauver un chien. C'était une guerre pour révéler la vérité et protéger tous les autres. Les jours qui suivirent l'embuscade dans les bois furent lourds d'angoisse. Ethan avait renforcé les serrures de la clinique, installé de nouvelles caméras et ne quittait plus Bruno des yeux. Le chien refusait d'ailleurs de s'éloigner de lui, dormant sous son bureau, se réveillant au moindre bruit suspect. Claire, quant à elle, s'occupait de recouper les dossiers avec une précision méticuleuse. Chaque nouveau détail qu'il découvrait les rapprochait d'une vérité plus insoutenable encore. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle un soir en brandissant un vieux dossier. Ses mains tremblaient légèrement. Ethan leva les yeux de ses notes, intrigué. « Regarde », poursuivit-elle, « ce chien-là vacciné il y a 18 mois, il portait le même code génétique que Bruno. » Ethan prit le papier, ses yeux s'écarquillant. « Impossible !» Claire hocha la tête. Non, c'était son frère, même porté. Et son nom enregistré était César. Le souvenir revint comme un coup de poing. Ethan se rappela avoir vacciné 2 chiots identiques, jouant ensemble dans la salle d'examen. 2 petites boules d'énergie, inséparables, se courant après dans ses jambes. Bruno et César, 2 frères insouciants. Sa gorge se noua lorsqu'il lut la dernière annotation sur César. Décès, traumatisme sévère, 8 mois plus tôt. Il sentit ses mains trembler. « Il est mort dans l'arène », murmura-t-il, la voix éteinte. Bruno, comme s'il avait compris, gémit doucement et posa sa tête contre le genou d'Ethan. Le vétérinaire ferma les yeux, larmes brûlantes coulant sur ses joues. « Tu l'as vu, pas vrai ?» souffla-t-il en caressant le chien. « Tu as vu ton frère mourir et tu as fui. » Claire s'assit lourdement, bouleversée. Callahan les a forcés à s'affronter, c'est ça sa méthode. Il fait combattre des frères, des chiens issus de la même portée. Le lien émotionnel les rend plus agressifs, plus désespérés, et le public paie encore plus cher pour voir ça. Elle serra les poings, ses yeux brillants de rage. C'est monstrueux. Ethan avait du mal à respirer tant la révélation le frappait de plein fouet. Il regarda Bruno, ce survivant meurtri qui avait tout perdu, et sentit sa détermination se transformer en feu. « Voilà pourquoi il est venu à moi, dit-il. Parce que j'étais le dernier à avoir montré de la gentillesse à ces 2 chiots, il s'est souvenu, et il savait que je l'aiderais. » La salle devint silencieuse, seulement rythmée par le bruit de la respiration lourde de Bruno. Puis Ethan se redressa, une résolution nouvelle gravée sur son visage. « Ça suffit. Nous avons assez de preuves indirectes, de dossiers falsifiés, de témoignages. Mais Callahan trouvera toujours une excuse pour étouffer tout ça. Nous devons obtenir des preuves directes. » Claire releva la tête, alarmée. « Tu veux dire des photos du ring ? Des combats ?
Ethan, c'est de la folie. Tu as failli y rester dans les bois. Le vétérinaire hocha la tête, le regard dur. Oui, mais si nous n'allons pas jusque-là, Callahan continuera. Et Bruno, César, tous ces chiens n'auront souffert que pour rien. Bruno leva les yeux, comme s'il approuvait silencieusement. Claire resta un long moment silencieuse, puis elle se redressa à son tour. Alors on ne le fait pas seul. J'ai contacté mon cousin journaliste à la ville. Il est prêt à publier dès qu'on aura du concret, et j'ai aussi parlé à une juge, Maria Sanchez, qui est connue pour son intégrité. Si on lui montre assez d'éléments, elle pourra autoriser un mandat de perquisition. Ethan sentit un frisson d'espoir malgré la peur qui lui nouait l'estomac. Parfait, mais il nous faut un plan. Et Bruno? Il regarda le chien, qui s'était approché du mur où était accrochée une grande carte des propriétés de Callahan. Le chien posa sa patte sur une zone précise, un vieux complexe de granges isolées. Claire écarquilla les yeux. Il essaie de nous montrer quelque chose. Il sait où ça se passe. Ethan se pencha, fixant intensément Bruno. Tu veux nous y conduire? Le chien aboya une fois, ferme, puis s'assit, son regard déterminé rivé sur lui. Un silence solennel envahit la pièce. Ils savaient tous les trois que la décision était prise. Le lendemain soir, ils se retrouvèrent devant la clinique pour préparer leur mission. Claire avait emprunté du matériel photo et vidéo, ainsi que des caméras portatives capables d'enregistrer discrètement. Ethan, de son côté, avait pris soin de cacher des copies de leur dossier dans plusieurs lieux sûrs. « Si on ne revient pas, au moins les preuves resteront », dit-il d'un ton grave. Claire hocha la tête, serrant contre elle un sac à dos rempli de batteries et de cartes mémoire. Ils montèrent dans la vieille camionnette. Bruno prit place sur la banquette avant, ses yeux rivés sur la route comme s'il comprenait l'importance de ce voyage. La nuit était tombée et seul le halo des phares fendait l'obscurité des bois. Plus ils s'approchaient du domaine Callahan, plus le silence devenait oppressant. Arrivé près des granges isolées, Ethan coupa le moteur et les phares. Le bâtiment se dessinait dans la pénombre, massif, sans fenêtre, avec des projecteurs éteints. « C'est maintenant !» souffla-t-il. Ils avancèrent à pied, Bruno ouvrant la marche, reniflant le sol avec assurance. Une porte latérale était entr'ouverte. Ethan sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Lentement, ils pénétrèrent à l'intérieur. L'odeur les frappa aussitôt. Un mélange d'urine, de sang séché et de désinfectant. Bruno s'arrêta, le poil hérissé, un grondement sourd montant de sa gorge. La lueur de leurs lampes révéla des rangées de cages métalliques, certaines vides, d'autres contenant des chiens émaciés, les yeux fous de peur. Claire porte une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. « Mon Dieu !» Les animaux se mirent à gémir en les voyant, leur queue battant faiblement contre les barreaux, comme s'ils avaient reconnu une lueur d'espoir. Ethan prit une série de photos, sa main tremblant à chaque clic. Chaque cicatrice, chaque regard perdu devenait une preuve supplémentaire de l'enfer que Callahan avait créé. Ils s'avancèrent de plus loin jusqu'à une grande pièce circulaire. Là, sur le sol, les traces parlaient d'elles-mêmes, un cercle de terre battue taché de sang, entouré de gradins de fortune. L'arène. Claire, les larmes aux yeux, activa discrètement sa caméra. « Voilà », souffla-t-elle, « voilà ce qu'il faut montrer au monde. » Bruno, lui, fixait obstinément l'arène, son corps tendu, comme s'il revivait chaque instant de douleur, chaque combat imposé. Ethan posa une main apaisante sur son dos. « C'est fini, Bruno. On va mettre un terme à ça. » Ils photographièrent, filmèrent, documentèrent, tout ce qu'ils purent. Mais soudain, un bruit lourd résonna au dehors. Des phares jaillirent par les interstices des planches, un moteur se coupa, puis des voix. Ethan se figea. Callahan. Ethan sentit la sueur perler sur sa nuque. Les bruits de pas se rapprochaient. Des voix résonnaient dans la nuit, basses, pressées. Mets le feu là-dedans, le patron veut que tout disparaisse. Claire pâlit, ses mains serrant convulsivement la caméra. Ils vont brûler les chiens? Ethan jura entre ses dents. Il devait agir, et vite. Bruno gronda, prêt à bondir, mais Ethan posa une main ferme sur son collier improvisé. « Pas maintenant, mon grand. On doit sortir les autres d'abord. » Ils se précipitèrent vers les cages, brisant les loquets avec des pinces prévues à cet effet. Les chiens, d'abord terrorisés, hésitaient à sortir, mais Bruno les encourageait par sa présence. Il passait de cage en cage, aboyant doucement, incitant les plus faibles à se lever. Les flammes commencèrent à crépiter au loin. Une odeur âcre de fumée envahit l'air. Claire toussa, les yeux larmoyants. « On n'a pas le temps pour toutes les cages !» cria-t-elle, la voix brisée par la panique. Ethan ouvrit une troisième, puis une quatrième, hurlant aux animaux de courir vers la sortie. Une partie d'eux comprit et s'élança dans la nuit. D'autres restaient paralysés par la peur,
Un craquement sinistre fit vibrer le plafond. Une poutre en feu s'effondra non loin, projetant une pluie d'étincelles. Bruno poussa un gémissement avant de saisir de ses crocs une cage plus légère et de la traîner vers la porte. Ethan le regarda faire avec admiration et désespoir. Ce chien, brisé par la cruauté, trouvait encore la force de sauver ses semblables. « Sors, Claire !» cria Ethan en sentant la chaleur intense sur sa peau. Mais elle secoua la tête, refusant de l'abandonner. Ensemble, ils réussirent à guider une vingtaine de chiens vers la sortie, avant que l'air ne devienne presque irrespirable. Ethan avait les poumons en feu, il agrippa Bruno, qui titubait, suffocant. « On sort, maintenant !» Ils jaillirent à l'extérieur au moment où une nouvelle explosion de flammes embrasait l'arène. Les sirènes se faisaient entendre au loin, mais l'incendie s'était déjà propagé avec une violence incontrôlable. Ethan déposa Bruno sur l'herbe, posant son oreille contre sa poitrine. Le chien respirait difficilement, ses yeux papillonnants. « Reste avec moi !» implora-t-il en lui donnant de petites insufflations, comme il l'avait fait autrefois avec d'autres animaux en détresse. Après d'interminables secondes, Bruno eut un spasme et se mit à tousser violemment. Ethan éclata presque en sanglots de soulagement. « Bon chien, mon brave chien !» Autour d'eux, les chiens rescapés erraient, certains brûlés, d'autres terrorisés. Claire, la gorge enrouée par la fumée, brandit son téléphone avec un air triomphant malgré son état. « Je l'ai filmé !» Callahan, en train de quitter les lieux quand le feu a commencé. On a la preuve qu'il est derrière tout ça. Ethan hocha faiblement la tête, trop occupé à garder Bruno conscient. Les pompiers arrivèrent enfin, déployant leurs lances à eau. Mais l'essentiel du bâtiment n'était plus qu'un brasier. Les gradins de fortune, les dossiers clandestins, les outils, tout partait en cendres. Callahan avait presque réussi à effacer son empire de cruauté. Presque. Les minutes suivantes furent confuses. Paramédics, policiers, pompiers. Les chiens blessés étaient pris en charge, mis sous oxygène, hydratés. Bruno, malgré ses brûlures, refusait obstinément de s'éloigner d'Ethan. On dut les soigner côte à côte, l'un avec un masque à oxygène, l'autre avec une perfusion. Claire, quant à elle, donna sa déclaration aux forces de l'ordre, montrant ses vidéos. Mais le soulagement fut de courte durée. Des phares jaillirent d'yeux soudain dans l'allée principale. 3 SUV noirs s'arrêtèrent brusquement, bloquant l'entrée. Richard Callahan descendit du véhicule central, son costume impeccable contrastant avec le chaos alentour. Ces hommes, massifs, l'entouraient comme une garde rapprochée. « Eh bien, Cooper, lança-t-il avec un sourire carnassier, vous avez causé assez de dégâts, mais tout s'arrête ici. » Dans sa main brillait le métal froid d'une arme de poing. Les policiers, trop occupés avec les pompiers et les animaux, n'avaient pas encore remarqué la scène. Callahan pointa l'arme directement vers Bruno. Ethan sentit le temps se figer. « C'est fini, Callahan. La police est là, vous n'avez aucune chance. » L'homme ricana. « Au contraire, je dois juste me débarrasser de cette preuve vivante. Sans ce chien, vos accusations ne sont que du vent. » Il arma son arme, prêt à tirer. Quelque chose céda en Ethan. Toutes ces années de retenue, de professionnalisme glacé, de silence devant l'injustice, explosèrent d'un seul coup. Il se jeta sur Callahan avec une rage insoupçonnée. Le coup de feu partit, déchirant la nuit, mais la balle siffla à côté. Ethan, poussé par la colère et le désespoir, agrippa le poignet de Callahan, luttant pour lui arracher l'arme. Les deux hommes roulèrent dans la boue, échangeant coups et insultes. Callahan, plus massif, tenta d'écraser Ethan sous son poids, mais ce dernier, galvanisé par l'instinct de survie, tint bon. L'arme glissa au sol, hors de portée. Les hommes de Callahan firent un pas en avant de s'arrêter net. Bruno, vacillant mais debout, s'interposa, grognant avec une férocité qui fit reculer les brutes elles-mêmes. Ses crocs découverts, ses yeux brûlants de détermination, il défendait son maître. Plus qu'un maître, l'ami qu'il avait choisi. « Vous êtes fini ?» cracha Ethan, retenant Callahan au sol. « Chaque chien sauvé, chaque cicatrice raconte votre histoire. Et bientôt, tout le monde la connaîtra. » Claire surgit à ses côtés, brandissant son téléphone. « On vous a filmé, Callahan. Tentative de meurtre, destruction de preuves, maltraitance. Vous n'échapperez pas à ça. » À ce moment, les gyros des voitures de police illuminèrent la scène. Les agents, enfin alertés, accoururent, armes au poing. Les hommes de Callahan levèrent aussitôt les mains, abandonnant leur chef. Callahan, hurlant de rage, fut menotté et traîné jusqu'à une voiture de patrouille. Ethan, vidé, s'effondra à genoux. Bruno vint se coller contre lui, posant sa tête sur son épaule. Claire les rejoignit, une main tremblante posée sur son bras.
Autour d'eux, les pompiers continuaient d'éteindre les dernières flammes. Mais dans le cœur d'Ethan, un brasier nouveau s'était allumé. Le combat n'était pas fini. Mais pour la première fois depuis longtemps, il voyait une lumière au bout du tunnel. Les jours qui suivirent l'arrestation de Richard Callahan furent étranges, comme suspendus. Pour Ethan, tout semblait irréel. Pendant 20 ans, il avait soigné des animaux, luttant parfois contre la maladie, parfois contre la négligence de leurs propriétaires. Mais jamais il n'avait affronté une noirceur d'une telle ampleur. Et voilà que, du jour au lendemain, il était devenu la figure centrale d'une affaire qui ébranlait toute la région. Bruno resta hospitalisé à la clinique pendant une semaine entière. Ses brûlures demandaient des soins constants, ses poumons avaient souffert de la fumée et sa patte avant portait encore une cicatrice profonde de ses anciens combats. Mais chaque jour, il reprenait un peu de force. Chaque jour, il luttait pour se redresser, comme s'il refusait de laisser la douleur le retenir. Ethan passait des heures à ses côtés, dormant parfois sur le sol à côté de sa cage. « Tu sais, murmura-t-il un soir, en caressant son pelage râpé, « je crois que c'est toi qui m'as sauvé, pas l'inverse. » Bruno ouvrit les yeux, lentement, et posa son museau dans la main du vétérinaire. Ce simple geste, si fragile et si fort à la fois, fut comme une promesse silencieuse entre eux. Claire, de son côté, s'était transformée en véritable soldat de l'information. Elle avait contacté son cousin journaliste, qui publia une première enquête explosive dans le principal quotidien de l'État. Les photos de la reine calcinée, des chiens sauvés, et surtout la vidéo de Callahan armé, circulèrent à une vitesse fulgurante. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, la colère publique grossissait, incontrôlable. Très vite, des manifestations s'organisèrent devant les tribunaux. Des associations de défense des animaux, des étudiants en droit, des familles ordinaires qui avaient adopté un chien, tous réclamaient justice. Callahan, autrefois intouchable, était désormais conspué en place publique. Même certains de ses alliés politiques prirent leur distance, craignant pour leur réputation. Mais pour Ethan, ce tourbillon médiatique importait peu. Son monde s'était réduit à la salle d'hospitalisation et au souffle rauque de Bruno. Chaque progrès, chaque petit signe de guérison devenait une victoire immense. Un matin, lorsqu'il vit le chien se lever seul et marcher péniblement jusqu'à sa gamelle, il sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu es un miracle ?» souffla-t-il. Quelques semaines plus tard, une audience préliminaire s'ouvrit. Callahan, en costume gris impeccable, tenta encore de jouer la carte de l'homme puissant victime d'un complot. Mais les preuves accumulées étaient accablantes. Enregistrements, vidéos, témoignages de voisins qui avaient entendu des bruits étranges, chiens retrouvés dans des états lamentables. Et surtout, Bruno. Le tribunal avait autorisé qu'il soit présenté comme témoin vivant de cette cruauté. Pas un témoin au sens juridique, mais une présence symbolique. Le jour de l'audience, Ethan entra dans la salle accompagné de Bruno, désormais plus solide, son poil repoussant lentement. La vue de ce chien marqué de cicatrices, avançant dignement malgré ses blessures, bouleversa l'assemblée. Certains jurés essuyèrent discrètement une larme. Callahan détourna les yeux, incapable de soutenir ce regard qui l'accusait sans un mot. Claire murmura à Ethan « On a déjà gagné. Peu importe le verdict final, il est fini dans le cœur des gens. » Et effectivement, la juge Sanchez ordonna immédiatement que Callahan soit maintenu en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution, citant « danger manifeste pour la société et risque élevé de destruction de preuves ». L'explosion de joie sur les marches du tribunal fut telle qu'Ethan en resta muet. Il avait toujours été un homme discret, presque effacé, et le voilà désormais acclamé comme un héros local. Pourtant, au fond de lui, il ne se sentait pas un héros. Il se sentait simplement un vétérinaire qui avait fait ce que sa conscience lui dictait. Un vétérinaire qui avait écouté le regard d'un chien rescapé. La reconstruction de Bruno, elle, demandait du temps. Son corps guérissait, mais son esprit portait des cicatrices invisibles. Les premiers jours, il sursautait au moindre bruit métallique, se recroquevillait dès qu'un inconnu approchait. Ethan dut user de toute sa patience et de sa douceur pour lui réapprendre à faire confiance. Il lui parlait sans cesse, lui répétant qu'il était en sécurité, qu'il ne retournerait jamais dans l'ombre d'une arène. Un matin, alors qu'il se promenait dans un parc au bord de la rivière, Bruno s'arrêta net. Un groupe d'enfants courait vers lui, riant et criant. Ethan s'apprêta à l'écarter, craignant une réaction violente. Mais contre toute attente, Bruno s'assit tranquillement et laissa les enfants l'entourer. L'un d'eux passa sa petite main sur son dos. Bruno remua la queue, doucement mais sûrement. Ethan sentit son cœur exploser de fierté et d'émotion. « Tu vois ?»
dit Claire qui les avait rejoints. Il guérit. Et toi aussi, Ethan. Il la regarda, songeant à quel point elle avait été son pilier dans cette épreuve. Sans elle, il aurait sombré depuis longtemps. On guérit ensemble, répondit-il simplement. Peu à peu, Bruno devint un symbole. Les journaux lui consacrèrent des articles. Les écoles invitèrent Ethan à témoigner de son histoire. Et les associations utilisèrent son visage pour sensibiliser le public. On l'appelait le survivant, le témoin silencieux, parfois même le héros à 4 pattes. Mais pour Ethan, il restait simplement Bruno, le chien qui avait choisi de lui faire confiance. Les semaines se transformèrent en mois. La clinique, d'abord menacée de fermeture, connut au contraire un afflux inédit de soutien. Des dons affluèrent, permettant de rénover les locaux, d'acheter du matériel moderne et même d'agrandir l'aile consacrée aux animaux recueillis. Ethan, encore incrédule, voyait son petit monde renaître plus fort que jamais. Un soir, alors qu'il refermait la clinique, il s'assit sur le perron avec Bruno à ses côtés. Le soleil couchant peignait le ciel de teintes orangées. « On a traversé l'enfer », murmura-t-il en grattant l'oreille du chien. « Mais regarde-nous, on est toujours là. » Bruno posa sa tête sur sa jambe, ses yeux mi-clos, apaisé. Ce fut à ce moment précis qu'Ethan comprit quelque chose d'essentiel. Ce combat n'avait pas seulement sauvé un chien. Il avait aussi sauvé un homme qui, depuis des années, portait en silence des blessures invisibles. Des blessures liées à sa propre enfance, marquée par l'abandon et la solitude. En sauvant Bruno, il s'était sauvé lui-même. Le procès de Richard Callahan s'ouvrit 6 mois plus tard, dans une atmosphère électrique. La salle du tribunal était bondée. Journalistes, associations de protection animale, habitants de la région, tous voulaient assister à la chute de l'homme qui avait régné si longtemps par la peur et la corruption. Ethan, assis au premier rang avec Claire, sentait la pression peser sur ses épaules. Bruno, couché à ses pieds, respirait lentement, ses yeux attentifs scrutant la pièce comme s'il comprenait chaque mot. Le procureur déroula des preuves accablantes. Des témoignages d'anciens employés de Callahan qui, désormais protégés, racontaient l'enfer des combats clandestins. Des vidéos retrouvées dans un disque dur oublié, montrant les arènes bondées et les mises en scène sordides. Les documents que Claire avait sauvés avant l'incendie, et enfin les images tournées la nuit du feu, où Callahan apparaissait clairement, arme en main, menaçant Ethan et Bruno. La défense tenta de décrédibiliser les témoins, arguant que beaucoup n'étaient que des opportunistes, cherchant à profiter du scandale. Mais face à l'avalanche de preuves, les jurés semblaient de plus en plus fermes. À chaque fois que le regard de Bruno croisait celui d'un membre du jury, c'était comme si un rappel silencieux de la vérité s'imposait à eux. Aucune fiction, aucune mise en scène ne pouvait inventer de telles cicatrices. Ethan dut lui aussi témoigner. Quand il se leva, le silence envahit la salle. Sa voix tremblait au début, mais peu à peu, il trouva sa force. Il raconta la première fois où Bruno était entré dans sa clinique, couvert de blessures et d'ombres. Il parle des cicatrices, du regard hanté de l'animal et de la découverte progressive des preuves. Mais ce fut son récit de la nuit de l'incendie qui marqua le plus les esprits. J'ai vu des chiens enfermés dans des cages, certains trop faibles pour se lever. J'ai vu des flammes prêtes à les engloutir, juste pour effacer la vérité. Et j'ai vu ce chien Bruno, malgré ses blessures, traîner une cage entière pour sauver un de ses semblables. Sa voix se brisa légèrement. Vous pouvez regarder mes mots comme ceux d'un vétérinaire. Mais si vous doutez de moi, regardez-le. Regardez ce survivant. Sa présence est la seule preuve dont on devrait avoir besoin. Un murmure parcourut la salle. Même la juge, d'ordinaire impassible, sembla émue. Callahan, assis derrière ses avocats, affichait un masque de colère froide, serrant les poings sur la table. Les jours suivants furent un tourbillon de plaidoiries, de dépositions et de rebondissements. Mais, peu à peu, il devint clair que l'empire de Callahan s'effondrait. Ses alliés se retournaient les uns après les autres, préférant négocier leur peine plutôt que de sombrer avec lui. Les jurés prenaient des notes, leurs visages fermés mais déterminés. À la veille du verdict, Ethan ne parvint pas à trouver le sommeil. Il s'assit dans son bureau, Bruno à ses pieds, caressant distraitement son collier. « Demain, tout peut changer », murmura-t-il. « Soit il paiera, soit il trouvera encore une faille pour s'en sortir. Mais quoi qu'il arrive, toi et moi, on a déjà gagné, parce qu'on est encore là. » Bruno leva les yeux vers lui, et d'un coup de museau, il poussa doucement sa main comme pour dire « On continue ensemble ». Le lendemain, la salle du tribunal était silencieuse quand les jurés firent leur entrée. Ethan sentait son cœur battre dans sa gorge. Le président du jury se leva, tenant dans ses mains la feuille tant attendue.
Coupable, le mot résonna comme un coup de tonnerre. Coupable de cruauté aggravée envers les animaux, coupable d'organisation de combats clandestins, coupable de tentative de meurtre. Chaque chef d'accusation tombait comme un marteau, scellant le destin de Callahan. Un soupir collectif de soulagement secoua la salle. Certains éclatèrent en larmes, d'autres applaudirent, malgré les rappels à l'ordre. Claire serra la main d'Ethan avec force, des larmes de joie coulant sur ses joues. Bruno, sentant l'énergie autour de lui, remua la queue comme s'il comprenait que le cauchemar touchait enfin à sa fin. La juge prit la parole, sa voix solennelle emplissant la pièce. « Richard Callahan, vous êtes condamné à 30 années de prison ferme, sans possibilité de libération anticipée avant 20 ans. Vos biens saisis seront réaffectés à la protection animale et au financement de refuges. » Ethan resta figé, incapable de bouger. 30 ans. Pour la première fois, la justice avait frappé fort contre un homme qui se croyait intouchable. À la sortie du tribunal, une foule immense les attendait. Les caméras crépitaient, les micros s'avançaient, mais Ethan ne voyait que Bruno, marchant fièrement à ses côtés. Les gens scandaient son nom, certains brandissaient des pancartes avec son visage. « Héros !» criait-on. Mais pour Ethan, ce mot appartenait à Bruno. Les semaines suivantes marquèrent un tournant. Le scandale Callahan avait éveillé une prise de conscience dans tout l'État. Des lois furent proposées pour renforcer la lutte contre les combats clandestins. Des fonds furent votés pour soutenir les cliniques vétérinaires rurales et les refuges surchargés. Et un comité indépendant fut créé pour surveiller la maltraitance animale avec de nouveaux pouvoirs d'investigation. Ethan, bien malgré lui, devint une figure publique. On l'invita à des conférences, à des plateaux télé, à témoigner devant des assemblées. Chaque fois, il ramenait la lumière sur Bruno et sur tous les chiens qui n'avaient pas eu sa chance. « Je ne suis qu'un vétérinaire », répétait-il. Mais ce chien, lui, incarne la résilience. Il est la preuve vivante que même brisé, on peut renaître. Bruno, de son côté, retrouvait peu à peu une vie normale. Ses cicatrices resteraient à jamais, mais il avait appris à courir de nouveau dans les champs, à jouer avec les enfants, à savourer un rayon de soleil. Ethan l'emmenait souvent dans des écoles où les enfants posaient 1000 questions. Bruno, avec une patience infinie, se laissait caresser, donnant à chacun un peu d'espoir et de tendresse. Une après-midi, alors qu'il revenait d'une de ses visites, Claire les accompagna jusqu'à la clinique. Elle observa Ethan et Bruno marcher côte à côte, le soleil couchant projetant leur ombre allongée sur la route. « Tu sais, dit-elle doucement, vous êtes inséparables. Tu crois que tu pourrais un jour vivre sans lui ?» Ethan sourit, caressant la tête du chien. « Honnêtement, je n'ai même pas envie d'essayer. » Il leva les yeux vers l'horizon, un sentiment étrange de paix l'envahissant. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus peur du lendemain. Il savait qu'il aurait encore des batailles à mener, d'autres chiens à soigner, d'autres injustices à combattre, mais il savait aussi qu'il n'était plus seul. Les mois passèrent et l'affaire Callahan finit par quitter les gros titres. Mais son impact resta gravé dans les mémoires. Partout dans l'État, des refuges avaient vu leurs dons augmenter. Des campagnes d'adoption battaient des records et de nouvelles lois avaient été votées. Pour la première fois, la lutte contre les combats clandestins ne se limitait plus aux marges du système. Elle avait atteint le cœur même de la société. Ethan, pourtant, ne cherchait pas la gloire. Chaque matin, il ouvrait sa clinique comme avant, nettoyait les cages, accueillait les propriétaires inquiets et soignait les animaux blessés. La différence, c'est qu'il n'était plus seul. Bruno l'accompagnait dans chacune de ses journées, arpentant les couloirs comme un gardien silencieux, rassurant les chiens nerveux d'un regard ou d'un léger coup de museau. Un jour, une vieille dame entra avec un chat maigre et malade. Elle fixait Bruno avec une certaine inquiétude. « Il ne va pas lui faire de mal ?» demanda-t-elle timidement. Ethan sourit. « Au contraire, regardez. » Et comme pour lui donner raison, Bruno s'approcha doucement du chat, s'allongea à côté de sa cage et posa simplement sa tête au sol. Le chat, d'abord figé, finit par se détendre, rassuré par cette présence tranquille. La femme essuya une larme. « C'est un ange ?» murmura-t-elle. La réputation de Bruno se répandit comme une traînée de poudre. On venait parfois de très loin, non seulement pour consulter Ethan, mais aussi pour voir le chien survivant. Les enfants des écoles environnantes dessinaient son portrait, accrochaient ses images dans leurs cahiers. Une fois, un petit garçon lui apporta une médaille bricolée avec du carton et des rubans. On pouvait lire dessus « Héros des animaux ». Bruno, bien sûr, l'accepta avec le sérieux d'un soldat décoré, tandis qu'Ethan étouffait un rire ému. Un soir d'été, la ville organisa une cérémonie sur la grande place.
Ethan avait longtemps hésité à y assister, mais Claire insista. « Tu n'as pas le choix, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour Bruno. » Alors il céda. Devant une foule rassemblée, le maire prononça un discours en leur honneur. « Cet homme et ce chien nous rappellent que la justice ne se limite pas aux tribunaux. Elle commence dans le cœur de chacun lorsqu'on choisit d'agir face à l'injustice. » Quand Ethan fut appelé à parler, il resta silencieux quelques secondes, trop ému pour trouver ses mots. Puis il posa une main sur la tête de Bruno et dit simplement « Ce chien m'a appris plus que tous mes livres de médecine vétérinaire. Il m'a appris la résilience, le courage et la loyauté. S'il est un héros, alors moi, je suis seulement son témoin. » La foule applaudit longuement et certains scandèrent même le nom de Bruno comme s'il était une légende vivante. Mais malgré cette reconnaissance, Ethan gardait les pieds mis sur terre. Sa vie était faite de gestes simples. Les consultations, les promenades avec Bruno, les repas partagés avec Claire, qui passait de plus en plus de temps à ses côtés. Leur relation avait grandi dans les épreuves, et bien que ni l'un ni l'autre ne prononce de grands discours d'amour, tout le monde voyait l'évidence. Ils formaient une famille. Bruno, lui, avait trouvé son rôle. Il n'était plus un survivant en fuite, ni un chien traumatisé. Il était devenu un guide, un protecteur, presque un symbole de guérison. Quand un animal blessé arrivait à la clinique, il était souvent le premier à l'approcher. Quand un enfant apeuré hésitait à entrer, Bruno s'avançait pour le rassurer. Il incarnait ce que l'humanité avait de meilleur dans le corps d'un chien marqué par la souffrance. Un matin d'automne, Ethan emmena Bruno au sommet d'une colline qui dominait toute la vallée. Le soleil levant baignait les champs d'une lumière dorée. Ils s'assirent de côte à côte, le vent jouant dans leurs cheveux et leur pelage. Ethan inspira profondément. « Regarde ça, mon vieux, tout ça c'est à nous maintenant. Pas pour dominer, pas pour posséder, mais pour protéger. » Bruno aboya doucement comme en réponse et posa sa tête contre son épaule. Au fil des années, leur histoire continua d'inspirer. Des livres furent écrits, des documentaires diffusés et même une fondation vit le jour portant le nom de Bruno, dédiée à la protection des animaux et au soutien des vétérinaires travaillant dans des zones défavorisées. Mais au quotidien, Ethan et Bruno restèrent les mêmes. Deux âmes qui s'étaient trouvées dans les ruines et qui avaient choisi de marcher ensemble. Une nuit d'hiver, alors que la neige recouvrait les champs, Ethan ferma la clinique et observa les lumières de la ville scintiller au loin. Il pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, à César, au feu, aux juges, aux foules en colère. Puis il baissa les yeux vers Bruno, paisiblement endormi au coin du feu. Et il sut, tout avait valu la peine. Le vétérinaire caressa doucement la tête du chien et murmura « Tant que tu es là, je n'ai plus peur de rien. » Bruno ouvrit un œil, remua la queue et poussa un soupir de contentement avant de se rendormir. Dans ce simple geste, Ethan lut une vérité plus forte que n'importe quel verdict. La guérison n'était pas seulement possible, elle était déjà accomplie. Et ainsi, dans une petite clinique rurale au cœur de l'Amérique, un vétérinaire marqué par la solitude et un chien brisé par la cruauté vécurent une seconde vie, ensemble. Leur histoire devint une légende, non parce qu'elle parlait de souffrance et de violence, mais parce qu'elle portait en elle la plus belle des promesses. Même au cœur de l'obscurité, il existe toujours une lumière.